Et on avait envie d'entendre Michel Platini, le patron de l'UEFA, aujourd'hui à Paris, à propos de l'histoire Manuel Valls. Puisque le patron de l'UEFA a dit, vous savez, c'est moi qui l'ai invité Manuel Valls. Il l'avait écrit, il l'a confirmé. C'était bel et bien à sa demande que Manuel Valls est venu, à son invitation, assister à cette finale de la Ligue des Champions à Barcelone. Mais écoutez plutôt la manière dont Platini explique cette invitation. En octobre dernier, à l'occasion du comité de pilotage auquel il a participé à Bordeaux, j'avais dit à M. Valls que si Barcelone était en finale de la Champions League, je l'inviterais. Étant un grand supporter du Barça, son oncle ayant fait l'hymne officiel du Barça, donc je trouvais que c'était un beau clin d'œil d'inviter le Premier ministre à Berlin. Bonsoir Bernard, bonsoir Thierry, bonsoir Ruth. En même temps qu'on regarde Michel Platini, qu'on dit en fait qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit j'ai invité Manu parce que c'est un supporter du Barça et je lui avais dit si il y a le Barça, tu viens. Mais il dit c'est Manu, tu viens, il dit bah, c'est le Premier ministre. Et puis en même temps qu'il déroule son explication, on se demande si Michel Platini n'est pas en train de se dire oups, je ne sais pas si c'est la meilleure des manières de défendre le chef du gouvernement, Thierry Arnaud. Oui, écoutez, là-dessus je crois que les choses sont claires. On se disait hier soir que la défense de Manuel Valls, selon laquelle c'était une réunion de travail, ne tenait pas véritablement la route et d'une certaine manière, la façon dont il avait justifié ce déplacement était peut-être encore plus embêtante pour lui que le déplacement lui-même. Et ça se confirme quand on écoute Michel Platini, franchement, parce que la façon dont vous l'avez résumé, c'est en gros parfaitement ça. Et en plus, s'agissant de la réunion de travail, Platini il dit c'est le cabinet du Premier ministre qui m'a appelé pour dire que ça serait bien qu'on puisse se voir avant le match. Donc voilà, comme aurait dit Francis Blanche dans d'autres temps, tout ça a été cousu d'un fil blanc pas très propre. Haute. Je crois qu'on a un peu tout dit. On aurait aimé que Manuel Valls, un homme moderne de la communication, quelqu'un qui a compris que la com c'était important en politique et il l'a suffisamment expliqué et répété, se rendre compte que c'était une boulette et qui viennent et qui disent bon, j'ai pensé que ça a été pris différemment par l'opinion publique, c'est une erreur. Et donc on passe à autre chose. Je paye les billets de mes enfants et puis on passe à autre chose. Or, c'est pas le cas et c'est ça qui commence, je pense, à toucher et à poser problème. Justement, pour la première fois, on va voir une réaction de l'opinion mesurée selon un échantillon représentatif de la population française. Grâce à notre spécialiste de l'opinion, il est à la tête de la société Elab, Monsieur Bernard Sananès. Que disent les Français de ce Barça-gate, Berlin-gate? Le jugement est sans appel. 77% des Français nous disent qu'ils sont choqués par le fait que Manuel Valls se soit rendu à Berlin à bord d'un avion gouvernemental pour assister à cette finale. Et ce résultat, il est très net. Surtout, ce qui est frappant, quand on regarde un peu nos chiffres en détail, c'est ce qu'on appelle chez nous l'intensité du rejet. Ils sont près d'1 sur 2 à dire qu'ils sont tout à fait choqués. C'est assez rare. On voit bien que là, il y a un rejet qui est très net. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de grosses différences. Quand on regarde l'âge, ce qu'on appelle le sociodémo, il y a une assez large unanimité autour du même chiffre. Par contre, quand on regarde la répartition politique, on se rend compte de quelque chose d'important, c'est que la gauche, et notamment le Parti socialiste, ne fait pas bloc autour de Manuel Valls. Il n'y a pas, comme sur d'autres sujets plus politiques, par exemple, une attitude de défense, de dire c'est le Premier ministre, on est tous derrière lui. La gauche, à 60%, se dit choquée, et même chez les sympathisants socialistes, le match, pour poursuivre cette comparaison, reste très, très équilibré. Ce terrain, comme on dit, d'études a été réalisé mardi et mercredi. Ça veut dire quoi? Et je vais revenir sur un point que Ruth a soulevé qui me semble très important. L'événement a été connu samedi au congrès du PS. Et donc, dans cette étude, dans cette critique sévère, il y a 3 choses. Il y a le jugement sur l'événement lui-même. Certains ont parlé de faute morale ou de faute politique. Il y a le fait qu'on ne croit pas à l'explication qui a été donnée, Thierry le disait. Et puis, on est 4 jours après l'annonce de cet événement. Il y a sans doute dans l'opinion, ce qui rend ce score très important, le fait qu'il n'y ait pas d'excuses, pas de prise en considération de démonstration qu'on a compris qu'il y avait un problème. Et ça, je pense que c'est peut-être le plus durable pour Manuel Valls. Alors, simplement, la question, c'est 77% des sondés sont choqués de l'utilisation de l'avion gouvernemental. C'est donc de l'utilisation des moyens de l'État. Donc ça veut dire quoi? Qu'on aurait pardonné
qu'il soit allé à la finale de la Ligue des Champions par ses propres moyens. On l'a dit et répété, parce qu'il aurait fallu transporter 10 personnes, etc. Ce qu'il aurait fallu faire, François Fillon le disait ce matin, il est parti en Égypte avec sa famille, on lui a reproché à l'époque, il aurait dû, voilà, il a remboursé, donc il aurait dû dire j'ai pris l'avion gouvernemental parce que sinon je fais déplacer 10 personnes avec moi dans un avion de ligne et c'est compliqué. Et donc j'entends que ça vous choque, j'entends que l'opinion publique ne comprend pas pourquoi, donc je rembourse et puis l'affaire est close. Mais je voudrais quand même nuancer toute notre discussion par deux choses. Premièrement, il faut aussi relativiser, c'est-à-dire en soi, l'incident, l'erreur est une erreur et c'est un voyage qui a coûté effectivement, mais qui est beaucoup une erreur politique. Mais c'est une erreur, ça n'est pas, je sais pas, enfin il n'a pas fraudé les impôts, il a pas, bon, je veux relativiser. Et d'autre part, je veux qu'on fasse attention, y compris nous, à une forme de dictature de la transparence permanente. Je suis désolée, je pense on doit aussi s'interroger. Et donc c'est tout à fait, c'est pour ça que je dis, il aurait dû désamorcer cela rapidement. Parce qu'après, c'est tout un fonctionnement qui va et qui, effectivement, est assassin. Mais aussi, relativisons. Oui, mais je suis d'accord pour dire qu'il faut relativiser, je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas de dictature de la transparence, mais là, en l'occurrence, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on traite ce sujet-là. Je trouve que le sujet est légitime. François Hollande, il nous explique que ce sera la République exemplaire. Manuel Valls, il prétend être l'exemple de la République exemplaire. Là, ça n'est pas un comportement exemplaire. Donc, il est légitime que les médias en rendent compte, s'interrogent, se posent la question de savoir combien ça coûte, qui était à bord de l'avion, et d'embêter au fur et à mesure et en rendre compte sans en faire tout un fromage. Certes, on est d'accord là-dessus, mais c'est un sujet qui est parfaitement légitime. Moi, l'autre chose que je voulais ajouter rapidement, pardon Bernard, c'est que finalement Valls, il est fait comme ça. Ce qui a fait son succès en politique, c'est qu'il s'entête. Il a 5% des voix à la primaire du Parti Socialiste, donc il est ultra minoritaire, mais il reste sur son cap. Et son cap, c'est celui qui le conduit à être Premier ministre aujourd'hui. Il a les frondeurs face à lui, il n'a pas forcément de majorité facile à l'Assemblée nationale. Donc d'une certaine manière, le fait d'être obstiné et de s'entêter, etc., c'est aussi quelque chose qui l'a servi. Il est fabriqué comme ça. Oui, mais là, c'est de la psychorigidité. Voilà. Et là, c'est ça qui est perçu, et c'est rare chez Manuel Valls. C'est ça qui est surprenant. C'est perçu comme vous ne comprenez pas que ça pose problème. Et comme on est dans un moment de crise, comme notre deuxième question dans l'étude, et là pour BFM TV montre ça aussi, le sujet se serait posé pour Manuel Valls comme pour toute autre politique. Les Français considèrent, alors que factuellement, très honnêtement, ils ont tort. Il y a plus de textes, il y a la loi sur le financement, il y a la comité de la transparence, il y a la déclaration de patrimoine, ils ont tort là-dessus. Et Ruth a raison, on ne doit pas rentrer dans ce système-là, mais ils ont la perception, le sentiment, l'opinion que malgré les textes, les comportements n'ont pas changé. Non, mais là, par contre, moi je pense que c'est vraiment comme sur la délinquance. C'est aussi le thermomètre. C'est parce que comme on a beaucoup de mesures justement du patrimoine, qu'on pose des questions, que maintenant on en parle, alors les Français disent tiens, ils se comportent moins bien qu'avant. Mais en vérité, ces comportements, ils étaient bien plus abusifs et il y a eu des abus bien plus importants dans le passé et la question ne se posait pas. Donc il faut quand même être... Oui, mais il faut quand même remettre les choses à leur place. Le paradoxe de cette histoire, c'est que je pense que depuis le début de la Ve République et depuis peut-être plus longtemps encore, jamais les ministres et ceux qui nous gouvernent et ceux qui ont un mandat public n'ont été, un, autant surveillés, et deux, ont eu un train de vie aussi, alors modeste, c'est pas le mot qui convient, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec celui qui existait jusqu'à présent. Deux petites choses quand même, parce que depuis samedi dernier, les réactions se sont multipliées. Dieu sait qu'elles ont été abondantes, les réactions politiques. Mais il y en a deux intéressantes. Vous allez entendre un républicain, Daniel Fasquelle, qui a pas sa langue dans sa poche, et il le prouve encore avec une petite expression bien à lui, et surtout le socialiste Olivier Faure. Et vous allez sentir dans la réaction d'Olivier Faure que maintenant, il aimerait bien qu'on tourne la page, qu'on change de séquence, et il s'adresse même quasiment directement au Premier ministre. Je voudrais simplement rappeler à François Hollande et Manuel Valls qui nous avaient annoncé une République exemplaire, qui n'ont pas cessé de donner des leçons, qu'ils s'appliquent ces leçons à eux-mêmes. Dans le Pas-de-Calais, à la campagne, on a une expression qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, et qui dit que quand on monte à l'arbre, il faut avoir le cul propre. Eh bien, aujourd'hui, Manuel Valls devrait réfléchir à cette maxime
pleine de bon sens. La question doit se régler avec Manuel Valls, qui doit, à un moment donné, s'exprimer sur ce sujet. Quel que soit le média qui l'interviewe, la question lui sera posée. Donc cette question-là est devant lui encore, malheureusement. Voilà, donc Faure est en train de dire on n'est pas sorti de la polémique, il faudrait bien que Manuel Valls... Alors est-ce qu'il doit s'excuser, est-ce qu'il doit payer? C'est ce qu'il est en train de dire Faure. Ce qu'il lui demande, c'est de tourner la page. Voilà, mais de quelle manière, en faisant ce qu'ont dit Ruth et Bernard tout à l'heure. 4 jours en communication, c'est très long. C'est très long. Cette question est encore devant lui, dit Olivier Faure. Bien sûr, en plus il y avait le congrès du Parti Socialiste, qui a été, du point de vue de la majorité, un succès. Cette affaire a pourri la communication sur ce congrès, donc les socialistes sont furieux. Mais il était dans une bonne séquence. En voilà. plus, le congrès du Parti Socialiste, les annonces plutôt accueillies de manière positive pour les entreprises, les TPE et les PME dont on parlait hier soir. Donc toute cette séquence a été effectivement gâchée par ça. Alors je précise qu'il ne répondra pas ce soir parce qu'il est dans l'avion pour la Réunion. Avec qui, comment Une cote de popularité du Premier ministre qui résistait jusque-là. Donc on va voir si là ça crée un impact durable sur lui. Quand dit le président des Républicains de cette affaire, Nicolas Sarkozy, il est toujours en réunion publique. Ce soir, elle est en train de se terminer. C'est à Puteaux dans les Hauts-de-Seine. Nous retrouvons Thomas Soulien, direct pour BFM TV. Alors, puisqu'on file la métaphore footballistique, y est-il allé de son tacle, Nicolas Sarkozy, contre Manuel Valls? Eh bien non, pas du tout. Alain, il vient à l'instant de terminer son discours et Nicolas Sarkozy n'a pas dit un mot, un seul mot sur cette polémique de Manuel Valls et ce n'est pas un hasard. Il y a un vrai débat au sein du Parti des Républicains sur ce sujet. Certains veulent taper fort, d'autres ne veulent pas s'engouffrer dans la brèche. C'est le cas de Nicolas Sarkozy qui le sait. Il y a des antécédents, des polémiques sur lui, sur ce sujet, sur les avions. Souvenez-vous, il y a 2 semaines à peine, le jet privé entre Paris et puis Le Havre, et puis en 2012 lors de la campagne présidentielle, François Hollande à l'époque qui accusait Nicolas Sarkozy d'utiliser les avions de la République pour des déplacements de campagne. Donc la droite, les Républicains le savent, si elle accuse Manuel Valls d'être bling bling, eh bien il y aura un retour de bâton, il y aura un retour de boomerang. Donc pas un mot ce soir, Nicolas Sarkozy qui n'a pas réagi depuis samedi et depuis la polémique. En coulisses, certains élus républicains le disent, on laisse faire, on laisse voir comment la polémique monte et on le voit déjà avec les conséquences pour Manuel Valls dans l'opinion publique. Thomas Soulier, plutôt pour BFM TV. Thierry. Je suis assez étonné parce que je pensais qu'il ne pourrait pas s'empêcher de réagir, mais en l'occurrence, je pense qu'il a plutôt bien fait. C'est plutôt habile d'avoir laissé ça de côté. Il a besoin de rien faire, il faut qu'il laisse faire, il a raison. Congrès des Républicains, charge violente de Nicolas Sarkozy, ciblée sur qui? Sur François Hollande, pas un mot sur Manuel Valls. Ouais. Réponse de Manuel Valls qui se charge de la riposte au Congrès du Parti Socialiste, qui lui attaque Nicolas Sarkozy. Valls n'est pas aujourd'hui le rival de Sarkozy. Le rival de Sarkozy, c'est Hollande. Hollande qui est détesté par le peuple de droite. La présidentielle pour Sarkozy, elle se joue contre Hollande, pas contre Valls. Et c'est justement François Hollande qui est interpellé aujourd'hui par Cécile Duflot, la députée Europe Écologie Les Verts, son ancienne ministre. Elle se fend d'une tribune au vitriol dans le quotidien Le Monde. Elle dénonce la politique migratoire de la France, qu'elle appelle un Waterloo moral. Elle interpelle le président de la République sur les images des migrants embarqués de force. Le moment de courage est venu, dit Cécile Duflot. Cessons, c'est ce qu'elle écrit, cessons d'être tétanisés par l'influence de l'extrême droite dans le pays. Elle en appelle donc à François Hollande une politique migratoire plus juste, plus réaliste, plus conforme aux valeurs de la gauche. Voilà qui n'a pas manqué de faire réagir l'ancien ministre de l'Intérieur de gauche, Jean-Pierre Chevènement, il y a quelques minutes avec Routel Krief sur BFM TV. Ce sont des propos totalement irresponsables. Je pense que Cécile Duflot devrait réfléchir à ce qu'elle écrit. Je pense qu'on ne peut pas accepter que tous les étrangers qui le souhaitent viennent s'installer sur le territoire national. Il y a une loi, elle doit s'appliquer. Naturellement, elle doit être appliquée avec fermeté. Mais en même temps, je dirais, en faisant... Avec humanité. Non seulement avec humanité, mais en tenant compte de ce que la France a une tradition en matière de droit d'asile. Et je dirais à Cécile Duflot que les pavés de l'enfer sont pavés pavés de bonnes intentions. Sont pavés de bonnes intentions. Les chemins de l'enfer sont pavés de bonnes intentions. Heureusement que vous étiez là. Non, mais il était très agacé. Oui. Il avait très envie de... Il a dit c'est irresponsable, ce que dit Cécile Duflot. C'est pas une surprise. Jean-Pierre Chevènement, ça fait depuis qu'il était ministre de l'Intérieur, on sait très bien où il est. Il avait dénoncé les sauvageons, il est contre l'immigration clandestine, enfin, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il est allé plus loin, mais il ne l'a pas répété. Mais je lui ai dit, il dit, mais c'est ça qui fait voter les électeurs pour le Front National. Mais Cécile Duflot, elle dit, on ne doit pas tenir compte du Front National. Voilà, lui dit, on a envoyé un
président de gauche, nous sommes des élus de gauche, nous avons des valeurs de gauche et l'immigration... Oui, mais lui il dit c'est ça qui fait voter les électeurs et c'est cela qui crée le Front National aussi, c'est cela qui envoie ces mots de Cécile Duflot, cette irresponsabilité telle qu'il la conçoit, qui conduit au Front National. Voilà son raisonnement. Alors il n'y a pas une gauche unique sur ce sujet. Hein. On voit bien par exemple, et c'est très intéressant, aujourd'hui il y a une crispation sur le sujet identité, les 2/3 des Français pensent que l'identité du pays est menacée. Chez les sympathisants écologistes comme chez les sympathisants front de gauche, c'est l'inverse. Donc Cécile Duflot est complètement en phase là-dessus avec son électorat, avec un courant de gauche plus altermondialiste. Et c'est vrai que là-dessus, elle se rapproche beaucoup des sympathisants du front de gauche, alors qu'au Parti socialiste, même dans l'électorat socialiste, il y a quand même une prise en compte plus forte des questions identitaires et des questions relatives à l'immigration. Ce qui est assez fascinant, je trouve, c'est que la gauche au pouvoir s'est toujours déchirée. Elle a toujours eu du mal sur ce sujet-là. L'immigration est un très bon exemple à faire la part entre assumer ses responsabilités, assumer, j'allais dire presque se coltiner une réalité complexe, difficile, sans trahir et renoncer à ses idéaux. Et là, on voit bien, il y a d'un côté ceux qui parlent un langage idéaliste, c'est en l'occurrence le cas de Cécile Duflot et de certains autres, et ceux qui sont confrontés aux responsabilités. Et en l'occurrence, ce qu'on constate aussi ce soir, c'est que c'est beaucoup plus facile de s'installer dans la posture et d'écrire une tribune dans un journal, et de ce point de vue, je suis plutôt d'accord avec Jean-Pierre Chevènement, que de s'attaquer à un sujet qui est quand même d'une très grande complexité. Jean-Marie Le Guen a été assez ironique en disant qu'elle pouvait recueillir les migrants dans sa circonscription parisienne. Enfin, il a été assez c'est bizarre comme argument d'un goût assez moyen, mais mais c'était une manière de dire. Plus fin, c'était une manière de dire. Bon, c'est un vrai problème. Comment est-ce qu'on le règle? On est là aussi pour essayer d'expliquer parfois ce qu'il y a derrière les mots, les deuxième ou troisième lectures, parce que c'est ça aussi politique. Est-ce qu'elle elle essaie pas, passez-moi l'expression, de cartonner Manuel Valls aussi Elle essaye tout le temps de cartonner Manuel Valls. Parce que les images des migrants, ça c'est Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, mais derrière c'est aussi le gouvernement et c'est Manuel Valls, au-delà de François Hollande. Elle défend des valeurs, elle emploie un langage idéaliste, je le disais tout à l'heure, mais elle fait aussi de la politique, Cécile Duflot. Avant toute chose, elle fait de la politique. Or là, elle est dans une position qui est quand même très compliquée. Elle est contestée au sein de son propre parti, même si elle y garde une influence très claire. Elle a tenté de faire une alliance avec Jean-Luc Mélenchon qui n'a absolument pas du tout marché, donc elle est revenue en arrière et c'est sa façon d'essayer d'exister aussi, cette tribune. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Bien sûr. On regarde ce qui peut arriver pour la campagne 2017. Vous me direz, on est loin. Enfin, il y a deux sujets aujourd'hui qui semblent émerger. Les questions économiques et les questions relatives à l'identité. C'est sur ces deux sujets que la fracture passe au sein de la gauche. Et qu'on voit bien, et sur la politique aux entreprises, la politique de l'emploi, et sur la politique de l'immigration, qu'il y a un vrai débat à gauche. C'est embêtant pour la campagne présidentielle. C'est embêtant pour essayer d'avoir, par exemple, une candidature unique, ou la plus unique possible de la gauche au premier tour. Elle traverse aussi la droite. Les deux questions traversent aussi la droite. Un peu moins sur les questions d'immigration et d'identité. C'est moins visible, mais ça l'est. Quand on a un Alain Juppé et un Nicolas Sarkozy, c'est un certain nombre de questions. Oui, mais pas sur l'économie. Alors, pas sur l'économie. Le programme économique de Nicolas Sarkozy, on l'a pas encore vu. Mais les deux, d'ailleurs, on les voit pas encore vraiment. Vous voyez ce que je veux dire. Celui de Fillon, il est quand même assez clair. Voilà. Et sur certains sujets, Juppé aussi, quand même. Oui. Mais je pense que c'est sur les questions d'identité, sur les questions d'immigration, il y a des nuances assez fortes aussi à droite. Et c'est intéressant parce que il y a des camps intermédiaires, il y a des majorités de valeurs qui peuvent se retrouver malgré tout entre la gauche et la droite sur des questions comme ça. Mais en même temps, la gauche défendra, et notamment le candidat socialiste, le bilan de son gouvernement sur l'économie et sur l'immigration, sur la politique sécuritaire. C'est là que sans doute la critique viendra d'abord de son propre camp. Je vous avais dit qu'on parlait de la Grèce ce soir. Le temps nous est compté avant de parler de vos tweets, mais on y reviendra dans le 20h30 live avec Thierry Arnaud parce que c'est très important ce qui se passe ce soir du côté de Bruxelles. On annonce une rencontre Tsipras, Merkel, Hollande. Parce que ça chauffe. C'est important parce qu'elle n'était pas prévue initialement. Voilà. Donc ça veut dire qu'a priori les choses sont quand même un peu en train d'avancer. Alors il y aura peut-être une conclusion parce que les créanciers attendent que la Grèce rembourse. La Grèce attend aussi une nouvelle aide de plus de 7 milliards d'euros et on voudrait éviter une nouvelle crise économique et que les marchés de nouveau s'enflamment. On y viendra avec Thierry dans le 20h30 live tout à l'heure. Les tweets, vos réactions politiques, il y a toujours une affaire qui vous passionne. On commence avec Platoche, on termine avec Platon. Si je vois bien, ceux qui veulent le pouvoir n'en sont pas dignes et ceux qui en sont dignes ne le veulent plus. Platon, le pouvoir corrompt. Arnaud qui nous dit Valls n'a qu'à rembourser son voyage, prendre des cours de communication, on n'en parle plus, il y a plus important. Non, certes. La polémique permet toujours au camp adverse positionné. Munitions à l'adversaire, Sarkozy a bien joué.
Puis dans le cadre du remaniement, Valls est candidat pour le poste de sous-secrétaire d'État au foot. Alors on vous aime bien, vous savez manier l'humour même quand il s'agit des affaires politiques, et tant mieux.